Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la reconversion, mais la reconversion des femmes. Oui, c'est un sujet important. Beaucoup rêvent, elles aussi, de renverser la table. On en parle et on en parlera dans quelques instants avec Garance Hiverneau, fondatrice et CEO de Garance et moi. Smart Philo, la démission silencieuse en français dans le texte, est-ce qu'elle est légitime? On en parlera avec Pierre Delbé, il est docteur en philosophie et directeur d'IFAE. Et puis le grand entretien, on parlera du management à l'ère du numérique et on en parlera avec Laurent Blanchard. Il est le CEO de Cegid, justement une entreprise qui fait de la transformation numérique avec ses clients. C'est un sujet évidemment important, le management et son adaptation au contexte. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien focus sur le programme Restart. Il a commencé lundi avec ses petits portraits de demandeurs d'emploi qui ont créé leur entreprise. Et nous accueillerons Paul Bazin. Il est le DGA en charge de l'offre de services justement à Pôle emploi. Il nous dira tout. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la reconversion, alors on en parle beaucoup sur ce plateau, mais sous l'angle des femmes, vraiment avec un focus sur les femmes, et on en parle avec Garance Hiverneau. Bonjour Garance. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. On est ravis de vous accueillir, fondatrice CEO de Garance et moi. On va parler de ce sondage IFOP, de ces femmes qui, en grande majorité, ont envie de bouger et de changer de secteur, d'ailleurs, on va y revenir. Mais juste un mot sur vous, toujours intéressant de découvrir les entrepreneuses sur ce plateau. Vous dites, j'ai créé Garance et moi après 10 ans d'errance professionnelle. C'est pas rien quand même, 10 ans d'errance. 10 ans d'errance professionnelle à ne pas être à la bonne place, au bon endroit et surtout un manque de perspective professionnelle. Et je crois que c'est vraiment ce qui est le sujet sur les femmes sont confrontées aujourd'hui, c'est cette difficulté à se projeter dans un avenir professionnel serein, en lien avec leurs valeurs et évidemment en lien avec le marché. Et vous avez trouvé votre place là aujourd'hui avec Garance et moi? J'ai trouvé ma place avec Garance et moi puisque je suis évidemment très heureuse d'accompagner toutes ces femmes dans leur vie professionnelle. Dès le début, vous aviez en tête justement de les accompagner, ces femmes, et de leur proposer quoi? Un service particulier, un accompagnement particulier? Tout à fait. On avait envie vraiment de les accompagner de manière spécifique puisque les femmes rencontrent encore aujourd'hui des besoins spécifiques dans leur carrière. Je rappelle quelques chiffres. Elles gagnent encore 20% de moins que les hommes. Elles passent 1h30 de plus que les hommes par jour à gérer les tâches domestiques familiales et donc c'est forcément du temps en moins pour leur carrière professionnelle. Donc oui, les femmes ont des besoins spécifiques dans leur vie professionnelle qu'il faut adresser de manière bien entendu spécifique. Alors une grande majorité dans ce fameux sondage IFOP dont je parlais, que vous avez commandé à l'IFOP et qui permet de sonder les cœurs, 57% des femmes disent rêver de reconversion sous la forme d'un changement de métier, de secteur ou de statut. Globalement, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes, indépendamment du fait qu'elles ont plus de tâches et de charges mentales, on vient de l'entendre, mais sur leur désir de changement et de mouvement, c'est différent ou c'est pareil? Oui, c'est différent. Elles ont en effet des désirs et surtout des contraintes différentes, puisque un des freins à la reconversion, c'est notamment le manque de temps, et ça rejoint le chiffre que je viens d'évoquer, la difficulté à gérer la vie professionnelle et la vie familiale, et puis aussi un frein par rapport à l'argent, puisqu'elles gagnent 20% de moins, et donc elles ont peur qu'une reconversion professionnelle, évidemment, va diminuer leur rémunération, qui est déjà inférieure à celle des hommes. Les contraintes financières, ça arrive en 3e position, mais c'est aussi le manque d'envie, d'inspiration qui arrive en 2e position. Je voulais m'arrêter un instant dessus, parce que non seulement il y a le plafond de verre, mais il y a aussi le manque de confiance. Je pense que c'est un travail que vous faites en disant, mais vas-y, fais-le, tu en as les capacités. Ça, c'est important aussi. Oui, tout à fait. On est là pour lever leurs croyances limitantes et pour leur ouvrir de nouvelles opportunités, possibilités professionnelles. On voit bien d'ailleurs que les femmes se réunissent dans 12 familles de métiers, alors qu'on a 86 familles au total, oui, exactement. C'est incroyable. Donc elles se limitent parce qu'elles ne connaissent pas évidemment les différentes opportunités qui pourraient s'ouvrir à elles. Et donc nous, on est là pour les pousser, pour les orienter, pour les guider et pour les amener vers des métiers évidemment qui recrutent. La reconversion, l'épanouissement, c'est quoi la répartition? Elles créent leur entreprise, elles veulent devenir indépendantes ou d'une manière assez générale, même si elles changent de métier, il y a ce désir quand même de sécurité et donc redeviennent salariées?
Alors, il y a évidemment cette envie de créer sa boîte, parce que de toute façon, c'est une tendance de fond, mais il y a cette inquiétude par rapport au contexte, qui est quand même pas neutre, et par ailleurs, il y a cette inquiétude par rapport à l'argent et à la sécurité financière. Donc, clairement, tout notre enjeu, c'est de leur permettre de construire un projet professionnel qui va être sécurisant pour elles, mais ça peut passer, bien entendu, par la création d'entreprise. Création d'entreprise qui renvoie au débat que vous aviez au départ, en tout cas au problème que vous souleviez, qui est le risque de ne pas avoir d'argent. Créer son entreprise, ça veut dire qu'il faut investir des fonds, ça veut dire qu'il faut libérer du temps, et que les femmes en ont moins que les hommes. Donc ouais. ça bug ou comment? Ça veut dire qu'il faut faire des concessions énormes? Alors il faut faire des concessions, mais il faut surtout être accompagné, parce qu'en effet, une reconversion, c'est un changement de cap, un changement de vie qui a un certain nombre de conséquences. Donc d'où l'intérêt d'être challengé, accompagné, soutenu, guidé par une coach qui va vraiment être là à leur côté. Et puis aussi, encore une fois, d'ouvrir un peu des opportunités auxquelles elles n'auraient pas forcément pensé, elles toutes seules. Juste en termes de business, votre entreprise Garance et moi, comment vous faites? Vous poussez la porte des DRH, vous attendez dans le hall, vous allez rencontrer les femmes quand elles sortent du travail. Comment on fait là? Alors, on a de la chance parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui viennent nous voir. Elles viennent nous voir en disant je rencontre les 3 freins qu'on a vus dans l'étude IFOP, à savoir l'ennui au travail, la frustration au travail. Elles s'ennuient dans leur job au quotidien, le fait d'être en souffrance au travail, le burn-out et l'épuisement professionnel par rapport à cette Burn-out et burn-out. Voilà, les deux. Alors, plutôt burn-out en l'occurrence en deuxième position parce qu'en effet, charge mentale, le syndrome de la double journée, etc. Et en effet, une envie de challenge qu'elles mettent en 3e position pour se reconvertir. On vient de voir passer ce chiffre à 2 reprises. 24% des femmes se disent satisfaites de leur situation professionnelle. Verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est pas assez? Évidemment, on est très loin du compte. Évidemment, c'est très très loin du compte, mais on y arrive. Nous, on voit bien sur les femmes qu'on accompagne à quel point ça a un impact dans leur carrière, dans leur rémunération, dans leur sentiment de bien-être, d'épanouissement au travail. Donc, il y a des leviers, mais il faut savoir évidemment les utiliser. Et on a vu passer tout à l'heure, je citais ce chiffre, 57% des femmes disent rêver de reconversion sous la forme d'un changement de métier. On voit les chiffres apparaître. Quand même, sur le fond, il y a quoi? Il y a un gros déverrouillage de confiance ou c'est aussi et surtout un débat technique. Vous, je parle à la chef d'entreprise, c'est quoi la problématique des femmes? Il faut d'abord les mettre en condition de confiance, d'être fort dans sa tête pour pouvoir agir. C'est ça l'enjeu? Il faut surtout lever leurs croyances limitantes parce qu'elles pensent à chaque fois qu'elles n'ont pas les capacités, pas les moyens d'y arriver. Ça, vous l'entendez régulièrement? À chaque fois on l'entend, c'est quand même le message clé qu'on entend le plus, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, etc. Donc il faut lever ces croyances limitantes. Et puis après, évidemment, c'est un sujet systémique. On agit sur les femmes elles-mêmes, mais il faut agir au niveau de l'entreprise et puis au niveau, bien sûr, réglementaire, politique, pour qu'on puisse enfin faire avancer ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes et le sentiment d'épanouissement. Juste un mot, c'est pas l'intérêt de la DRH d'encourager leurs collaboratrices à quitter l'entreprise, si c'est... Alors, on n'accompagne pas forcément à quitter l'entreprise, on accompagne aussi sur les mobilités internes. C'est ça. C'est tout l'enjeu des DRH d'accompagner ces femmes vers une mobilité interne pour justement avoir plus de femmes, évidemment, sur les postes à responsabilité. Avec, on l'a oublié, mais un enjeu fort de la loi Rixin qui doit et qui oblige, avec un délai de quelques années, on le sait, pour les entreprises de plus de 1000 salariés, il faut le préciser, avoir des femmes dans les COMEX. Ça aussi, c'est un enjeu fort pour vous. Exactement, c'est un enjeu fort pour les DRH et c'est un enjeu fort pour ces femmes, bien entendu, qu'on accompagne. Garance et moi, c'est votre entreprise, Garance Hiverneau. Merci d'être venu nous rendre visite pour accompagner les femmes et puis leur donner le coup de boost et l'accompagnement pour changer d'air aussi. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On fait un peu de philo, je ne sais pas si ça vous plaît la philo. J'adore la philo. Elle adore la philo, Garance. Et on va faire de la philo justement et on va parler du quiet quitting. On en a beaucoup parlé, c'est cette envie de ne pas trop en faire, de faire exactement ce qui nous est demandé. On en parle justement de la fenêtre d'un philosophe. C'est tout de suite, c'est Smart Philo. Smart Philo, on va examiner à l'aune évidemment d'un philosophe ce dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, le quiet quitting ou le quiet working. C'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. Pierre Delbé, merci d'être avec nous pour cette rubrique Smart Philo, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. C'est quoi l'acronyme d'IFAE? C'est plusieurs fois que je cite votre acronyme. Institut de philosophie appliquée à l'entreprise. Bon, les choses sont très très claires. Alors vous vous intéressez aujourd'hui et vous allez nous éclairer sur ce quiet quitting. Vous l'avez remis en français, je vous remercie. La démission silencieuse. Est-ce qu'elle est légitime? Alors, il peut arriver que oui, elle soit légitime parce que
Parce que il y a des salariés qui sont complètement coincés, piégés, parce que leur salaire n'est pas bon, parce que l'intérêt de leur travail est très 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 peu fort, et parce que l'ambiance au sein de leur travail est catastrophique. Tout ça fait que les gens, si vous voulez, quand ils sont dans cette situation-là, eh bien, vous comprenez bien que ils pensent qu'à une seule chose, c'est d'en faire le moins possible, et on peut les comprendre. Alors attendez, qu'on soit bien précis, démission silencieuse, il y a silencieux, mais il y a démission. Absolument. Là, on est dans le cas de figure où les choses s'empilent, les planètes ne sont pas alignées et on s'en va. Mais il y a ceux qui font le strict minimum en restant. Oui. Alors exactement, et moi j'appelle ça effectivement, on appelle ça souvent le quiet working. Et je crois que c'est très très différent effectivement parce que, si vous voulez, la démission silencieuse, on est dans une position de retrait. Alors que dans le quiet working, on est dans une position d'engagement minimal. C'est pas pareil. Vous comprenez, c'est pas pareil. Et on ne prend aucun risque juridique. Et on ne prend aucun risque juridique, oui. Mais si vous voulez, je crois qu'il y a quelque chose que je voudrais simplement dire, qui est très important, c'est que on croit, et on fait croire avec cette idée de démission silencieuse, qu'une neutralité relationnelle est vivable au sein d'une entreprise. Et vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Le philosophe que vous êtes. En tant que philosophe, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, vous avez un élément qui est la justice légale, qui est effectivement le contrat. Et il y a ce que j'appellerais une justice éthique, qui est dans la relation interpersonnelle que nous avons, Tout à fait. eh bien, le respect de l'autre et la mise en condition de l'autre de telle façon que la relation ne soit pas simplement possible et, vous voyez, Et contractuel. et contractuelle, exactement, mais qu'elle soit aussi vivante, coopérative, etc. Et ça change tout. Pierre, vous avez fait comme ça une revue de détails qui est assez intéressante sur la variété des jobs, parce qu'en fait, on croise souvent des amis, des proches qui disent Oui. j'ai pris ce job, je n'avais pas le choix. Exactement. Enfin, et ça c'est celui que vous appelez le job alimentaire, puis après, il y a une palette d'accès à l'emploi. Absolument. Le job alimentaire, on peut comprendre effectivement, si vous voulez, le quiet working, c'est-à-dire, bon, voilà, j'ai un job alimentaire, je le fais correctement, mais il ne faut pas non plus qu'on me demande de faire des heures sup en veux-tu, en voilà. Et de m'investir un peu plus que ça. Voilà, exactement. Mais à l'opposé de ce job alimentaire, vous avez le job passion. Le job passion, c'est le job rêvé, c'est celui que j'aime, que j'ai envie de faire parce que, il est bien rémunéré, il m'intéresse au plus haut point et les gens avec qui je travaille, j'ai envie de travailler avec eux, ça se passe bien. Le chef d'entreprise, notamment, l'entrepreneur, si vous voulez, qui crée sa boîte, si vous voulez, il est complètement dans cette situation. Alors peut-être qu'il ne gagne pas encore beaucoup d'argent, mais en tout cas, il est dans cette situation. L'épanouissement total. Ben oui, ben en tout cas, l'épanouissement total. Bien sûr, il y a des obstacles. Je ne vais pas vous dire que c'est un long fleuve tranquille. Forcément, non. Mais si vous voulez, l'attrait, l'intérêt, le relationnel compense largement, si vous voulez, les obstacles. Et là, effectivement, on peut en faire un peu plus et quelquefois beaucoup plus dans le cas de l'entrepreneur. Il y a le job satisfaisant. Alors, c'est lequel celui-là? Alors, entre les deux... Là, c'est le salarié, là. Eh bien, entre les deux, si vous voulez, vous avez le job que j'appellerais satisfaisant. Bon, la rémunération est correcte, l'intérêt est correct, la relation est correcte. Sans plus. Sans plus. Sans plus, et quelquefois... Alors voilà, donc là, si vous voulez, la question se pose. Quelle est mon attitude ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'une attitude de coopération, une attitude d'initiative, une attitude, je dirais, qui consiste à dire, bon, voilà, mon job, ça y est, je suis dedans depuis 5 ans, depuis 6 ans, je commence à être dans l'usure, si vous voulez, du toujours la même chose, etc. Bon, c'est vrai, je suis correctement payé, etc. L'intérêt est à peu près bon, etc. Et ma compétence est utilisée tutti quanti. Mais je crois qu'à partir d'un certain moment, effectivement, je peux avoir envie de faire quelque chose au sein de mon activité, de développer un projet qui est un peu innovant et qui va venir alimenter une nouvelle motivation. Oui, pour essayer de reprendre le job passion, créer un peu de passion dans un job satisfaisant. Exactement. Et on termine par le sens et l'engagement, parce qu'il vient faire écho avec tout ce que vous nous dites, parce que l'enjeu de tout cela, pour celui qui a un job satisfaisant, c'est de retrouver du sens. Oui. C'est ça l'enjeu. Oui. Absolument, c'est tout à fait ça l'enjeu. Mais vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette attitude de quiet quitting, de démission silencieuse, parce qu'au fond, il y a une forme de désespoir. C'est tragique ce que vous dites. Oui, absolument. Mais je sais, on est dans une société qui est extrêmement anxiogène.
n'est-ce pas, le climat, la guerre, etc., etc. Enfin, on est dans une situation qui est extrêmement anxiogène. Et j'ai lu et j'ai vu des gens qui disent, ça rime à quoi? C'est pas la peine. No future. No future, c'est pas la peine de bosser comme des dingues, etc. Bon, même si, voilà, non, on en fait le moins possible et on essaie de trouver des satisfactions. C'est plus profond que c'est qu'il n'y très paraît. profond cette histoire. Je crois que si vous voulez, il y a un derrière le quiet quitting. Il faut comprendre. Je dirais qu'il y a, oui, je dirais une forme de désespoir. C'est-à-dire que voilà, parce que il n'y a plus véritablement de sens. Il n'y a plus d'horizon. Il n'y a plus d'horizon. Il n'y a plus de futur, ou en tout cas le futur qui apparaît et que l'on peut évaluer, eh bien, il ne nous motive pas. Et on en a peur beaucoup plus qu'il nous attire. Donc, finalement, une forme de repli. Et donc alors, une forme de repli, de retrait, etc. De dire, finalement, voilà, la seule chose qui me reste, c'est à sortir l'aiguille, si je puis dire, de la meule de foin, n'est-ce pas? C'est de trouver une solution, ma petite place qui soit correcte. Voilà. C'est très intéressant ce que vous soulevez comme sujet. Merci Pierre Delbé sur la tragédie du rapport au travail et sur le manque d'horizon, de perspective. Ouais. Merci Pierre, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE, dont maintenant je connais l'acronyme. Merci, à très très bientôt de vous retrouver. On fait une courte pause et on va s'intéresser d'ailleurs, qui vient faire écho à ce débat des jobs et de la manière dont on aborde son travail. On va parler avec le directeur général de Cegid, du management. Alors c'est une entreprise du numérique, le numérique est partout. Évidemment, comment faire pour manager en période de crise, pendant la tempête et dans une société qui se transforme numériquement. Comment faire pour engager, pour motiver? C'est tout l'enjeu de notre entretien, c'est le grand entretien et c'est juste après la pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler du management, j'allais dire d'une manière traditionnelle, mais du management dans l'ère numérique, dans cette transformation des entreprises, avec beaucoup de sujets qui en découlent, le rôle des managers, la manière dont ils engagent, la manière dont ils doivent même s'exprimer au quotidien avec leurs équipes. C'est tous ces sujets dont on va parler avec Laurent Blanchard. Bonjour Laurent. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Directeur général de Cegid, qui est une pépite française qui cartonne, on y reviendra, et qui depuis 1983, vous m'arrêtez si je me trompe, accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Et on ne parle que de ça, de la transformation numérique. À peine terminé une première transfo, qu'il faut déjà en faire une autre, parce que c'est tous les enjeux du numérique. D'abord, quelques mots sur vous, parce qu'un grand entretien, c'est aussi, pour ceux qui nous regardent, l'occasion de découvrir une personnalité, j'allais dire presque un personnage dans votre cas. Vous avez une double vie. Vous êtes directeur général d'une entreprise qui a 4400 collaborateurs, qui a triplé son chiffre d'affaires. Puis en même temps, vous êtes prof de yoga. Comment ça se marie? Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de vous dire, bon, l'entreprise, j'ai fait une carrière internationale pendant près de 30 ans, j'ai fait les plus grosses entreprises, je vais poser le costume et puis je vais peut-être plutôt me mettre sur ma natte à donner des cours. Vous vous êtes posé la question? Oui, je crois qu'on se pose toujours ce type de questions à un moment donné. Et puis j'ai pris la décision de venir transformer de l'intérieur. C'est-à-dire que lors de certains voyages que j'ai pu faire en Inde, j'aurais pu effectivement partir ou rester ou devenir prof de yoga à 100%. Et non, mon rôle et ma façon d'être, de m'épanouir, c'est dans l'entreprise. Et donc c'est de transformer dans l'entreprise et d'utiliser ce yoga qui est pour moi une ressource, on y reviendra, une ressource dans cette écologie du management dont j'ai besoin pour venir, j'espère, être le meilleur au service de l'entreprise et au service des collaborateurs. J'imaginais pas, je démarrais par le yoga, mais pour être très concret, c'est quoi les outils qui vous sont utiles, puisque j'entends bien que la révolution, vous ne la faites pas de l'extérieur, vous la faites de l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. C'est quoi les outils qui font qu'aujourd'hui, dans votre attitude, dans votre éthique de directeur général, le yoga vous est utile? Alors, je ne veux pas faire du prosélytisme pour le yoga. Donc, chacun peut trouver une source d'hygiène. Pour moi, le yoga m'apporte une hygiène dans le management, dans la mesure où ça me permet de prendre du recul dans des situations un petit peu compliquées. C'est quoi le management? C'est prendre des décisions dans l'action, mais c'est également être capable de réfléchir. C'est être capable d'identifier des signaux faibles. Et Dieu sait si dans l'ère post-Covid, c'est beaucoup plus compliqué en télétravail. Et ça, c'est à un moment donné, plutôt que de surréagir, c'est de se reconcentrer, de se réaligner. Ce que je viens de faire à l'instant là. Exactement.
pour être avec vous. Un temps, Pour être avec vous. un pas de côté. La posture de témoin. Et ça, c'est pas visible pour l'extérieur. En revanche, ça permet d'être plus en connexion. Parce que le management, la vraie clé du management, c'est d'être connecté. D'être connecté sans être pollué. D'être connecté, pouvoir prendre du recul pour prendre la bonne décision. Et d'être connecté, être à l'écoute. Ah. Parce que c'est essentiel, parce que on va rentrer dans les managers et leur attitude. La tête baissée sur l'iPhone, tout en répondant à un appel téléphonique, tout en répondant à quelqu'un. Enfin, je veux dire, qui n'a pas vécu ce genre de situation? Et parfois, le manager a des excuses, hein, il est extrêmement pressuré. C'est pas possible, ça. C'est pas une attitude de yogiste, ça. Alors, le manager, pour moi, il est entre deux disques. Le disque des collaborateurs, Bah oui. donc, et avec un vrai sujet, on y reviendra sur l'engagement ou le désengagement des collaborateurs, et puis la performance économique de l'entreprise. Et à un moment donné, si les disques ne tournent pas de façon synchrone, la courroie de transmission que sont les managers sont mis en très forte difficulté, voire broyés. Donc, le yoga est un outil, je dirais, discret, mais qui a une incidence réelle dans la manière dont vous prenez vos décisions. Et j'imagine aussi, parce qu'on a des invités qui nous racontent qu'il y a des managers brutaux, il y a des managers qui ne savent pas communiquer, il y a des managers qui n'arrivent pas à entrer en communication avec l'autre. Et on voit bien la difficulté que ça représente. Des engagements, des motivations, tous ces sujets-là sont là. Je ne veux pas mettre le yoga à toutes les sauces. Non, mais je ne parlais pas du yoga, je parlais de compris. l'attitude. Je pense que si on regarde les managers, et je vais faire dans leur grande généralité, ils sont devenus managers parce que c'était la seule évolution dans l'entreprise. On l'a connu. Et un grand nombre d'entre eux, en fait, ne veulent pas être managers. Parce que manager, ça veut dire être à l'écoute, Ouais. identifier ces signaux dont je parlais, mais également prendre des décisions dures. Et on peut ne pas avoir envie de faire ça. Donc, ce constat, il est là. Et de ce fait, le manager doit être... a dû faire le choix de devenir manager. Et devenir manager, c'est pour moi d'abord faire un travail sur soi. C'est-à-dire tous ces vieux démons. Il faut avoir balayé devant sa porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un travail sur soi, c'est être coaché, voire avoir d'autres aides. Évidemment. Demander de l'aide, de façon à ne pas venir projeter dire tout ce Ses qu'on n'a pas angoisses. traité, ses angoisses et autres. Et oui. Parce que le manager, on lui dit peut-être que des fois il y a des comportements qui sont inappropriés, mais j'ai envie de les plaindre, les managers. Donc les managers, c'est quand on devient manager, c'est un choix. Il y a des devoirs, et donc le devoir, c'est de faire ce travail sur soi, se faire accompagner et trouver d'autres moyens d'hygiène pour prendre ce recul. Et l'accepter, parce que l'accompagnement, parfois, c'est comme quand quelqu'un vous dit va voir un psy, et la personne vous dit mais je suis pas malade, et en fait l'accompagnement, il faut que le manager soit suffisamment ouvert à l'idée qu'il puisse être accompagné. C'est un autre sujet, ça. Alors moi j'ai mis du temps à accepter cela. Ah oui, Alors, et en fait, ça bouscule un peu. mais accepter de demander de l'aide, c'est une preuve d'intelligence. Laurent Blanchard, il y a un autre sujet, je sais, qui vous traverse, parce que c'est votre activité principale, CJ, de la transformation numérique, accompagner des clients en leur donnant les meilleurs conseils, les meilleurs outils. Dans une tribune que vous avez publiée, vous dites, en bouleversant les usages, en parlant du numérique, le numérique fait peur. Peur de ne pas savoir utiliser les outils ou d'être remplacé par la machine. Peur aussi que tout aille trop vite et de ne plus avoir le contrôle. Ça, c'est une problématique qui est dans les entreprises aujourd'hui et qui est même chez les citoyens qui traversent notre société. Comment on nous réconcilie? Comment on nous rassure? Comment vous, l'acteur du numérique, vous dites il ne faut pas en avoir peur, il faut vivre avec, il faut le dompter? Qu'est-ce que vous leur dites? Il faut peut-être expliquer. L'objectif du numérique, c'est de venir automatiser des tâches à très faible valeur ajoutée. Et fastidieuse, hein, parfois. Exactement. Si on prend dans notre métier, un des métiers qui est l'expertise comptable, la saisie proprement dite des documents qui vont être scannés pour des factures, il y a assez peu de valeur ajoutée. Si on peut automatiser cela de façon à libérer du temps utile aux collaborateurs pour qu'ils rendent un service plus intéressant, leur job va être transformé. Donc c'est expliquer. Et puis ensuite, c'est de les accompagner. Là, si je reste dans l'environnement professionnel, nous passons beaucoup de temps à former les utilisateurs de nos sociétés, de nos clients. Le numérique, vous dites, il ne faut pas en avoir peur, il va nous permettre de nous libérer des tâches fastidieuses. Donc, le message que vous envoyez au cabinet d'expertise comptable, petit ou très gros, c'est que ça va permettre à vos collaborateurs de pouvoir faire des choses qui ont plus de sens. Parce que c'est ça l'autre volet de cette libération du temps. Alors, c'est d'apporter un service supplémentaire de meilleure qualité à leurs clients. Vous posez la question du sens. La question du sens est un vrai sujet. Elle vous concerne en interne et elle concerne vos clients. Hein. C'est le sujet numéro 1 pour les managers aujourd'hui, bien sûr.
La problématique à laquelle on fait face, c'est le désengagement des collaborateurs. Ça, vous le vivez concrètement? Ah ben on le vit, bien sûr. C'est-à-dire que des taux de ce qu'on appelle de départ, de démission, qui sont très élevés. Le milieu de la tech est un milieu qui est extrêmement tendu en termes de compétences. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Mais qui n'est pas lié qu'au sens, autorisez-moi, qui est lié aussi que le marché est très mobile et très attractif. Alors, il y a le désengagement des collaborateurs. On le voit à la grande émission, la démission silencieuse, qui est plus insigneuse, mais qui est extrêmement importante. C'est en fait l'incohérence que les collaborateurs ne veulent plus vivre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ils explicitent ce que nous avons accepté, ou moi j'ai accepté il y a quelques années. Donc, et qu'ils n'acceptent plus. Et qu'ils n'acceptent plus. D'accord. Ils n'acceptent plus. Donc ils n'acceptent plus. Deuxièmement, quand on regarde les nouveaux embauchés, dans les critères de choix d'une entreprise, le sens que l'entreprise va donner est passé de la 17e place à la 3e place. En 5 ans, on le sait. Mais ça vous bouscule en tant que directeur général? C'est-à-dire, là, je mets de côté vos activités, je dirais, de passion aussi du yoga, mais le directeur général que vous êtes, qui est entré dans la carrière en acceptant des choses parfois difficiles, des concessions sur la vie familiale, des voyages, vous avez fait des carrières à l'international, et là, vous avez des collaborateurs qui vous disent je ne veux pas être manager, je ne veux pas avoir de responsabilité, je veux faire mon boulot, pas plus. Enfin, ça vous surprend? Comment vous l'analysez? Déjà, comment je réagis? Déjà, je les écoute. Ouais, je les écoute. Essayez de comprendre. 2, j'ai des enfants à la maison. Et oui, c'est ça. D'accord, qui sont à travers ces cycles-là, où si au bout de 2 ans, on change de job, je dis, mais tu n'as même pas fait le tour. Si. Donc, incroyable. Il y a une prise de conscience de ce qui se passe. Et ce que l'on fait, nous, après, au niveau de la direction générale de Cégide, c'est d'essayer de donner de plus en plus de sens dans ce que nous faisons. Donner du sens. Alors, on essaye de faire en sorte que cette fameuse responsabilité sociétale de l'entreprise prenne de l'intérieur. On parle de l'ESG, donc dans la gouvernance. On associe a priori, on travaille sur la sobriété numérique, de façon à ce que ce soit des éléments qui soient porteurs pour ces jeunes générations. Et pour les moins jeunes, on essaie de les associer le plus possible dans cette superbe aventure qui est celle de Cégide. Mais Cégide, dans sa capacité à attirer des talents, donc sa marque employeur, vous me dites, moi j'ai des gens qui restent de 2 ans, et vous faisiez d'ailleurs référence à vos enfants. Et c'est vrai pour tout le monde, quand on a des adolescents ou des jeunes adultes, ils ont 2 ans, et puis après ils vont faire le tour du monde, ils partent avec leurs copines. C'est quand même compliqué pour le business, là, pour le directeur général, parce que les suivis de clients dans des gros dossiers, c'est 6 mois, 7 mois, 1 an, il faut suivre le dossier, il faut parfois se déplacer très longtemps. Si le type vous lâche au bout de 2 ans, comment vous faites? Alors, déjà, on essaye de faire en sorte de les fidéliser le plus longtemps possible. Bah oui. D'accord. En leur donnant des éléments qui sont autres que l'environnement purement pécunier. Donc, donner du sens, réexpliquer. On se rend compte que la période Covid a déshumanisé la relation. Et c'est quoi le rendre humain? C'est d'expliquer ce que je suis en train de faire là, pour vous donner, pour que vous puissiez après trouver votre propre sens. Et puis après, c'est trouver tous les artifices possibles au niveau de l'environnement du travail, les évolutions de carrière. On est maintenant une entreprise de plus de 4400 collaborateurs à l'étranger. Donc ça donne aussi des perspectives pour ces jeunes embauchés de pouvoir se développer à l'international. Le débat du numérique, je vous le repose parce que vous êtes un des acteurs du numérique qui impacte. On a des experts comptables, il suffit d'en avoir un pour qu'ils vous disent mais nous on est très inquiets. Vous allez voir un notaire, il vous dit nous on est très inquiets. Puis vous allez voir tous les corps juridiques, ils vous disent on est très inquiets parce que le numérique et l'intelligence artificielle, puisque en allant un petit peu plus loin, il y a aussi l'IA qui va compiler de la data. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une hybridation ou est-ce qu'un jour ou l'autre l'IA pourra par ces masses de données, ces data, remplacer, j'allais dire, l'humain? Au risque de faire un raccourci, je pense que l'intelligence artificielle va faire en sorte que l'employé va être augmenté. Donc ça va apporter des services supplémentaires et aux collaborateurs et à nos clients. Je crois que le débat de l'IA va venir phagocyter un certain nombre d'activités. Il est passé. C'est dépassé. Chez Cégide, évidemment, vous êtes une entreprise du numérique. Ceux que vous recrutez sont des gens totalement digital natives, mais les employés des structures comptables, qui sont des gens qui étaient des exécutants, les fameuses tâches fastidieuses. Bien sûr. Quel message vous leur apportez aussi dans l'accompagnement? Alors vous allez me dire, c'est aussi au cabinet d'expertise comptable de les accompagner, mais vous devez avoir, j'imagine, un discours sur ce sujet-là, parce que ces salariés se disent, mais moi, dans 6 mois, j'ai plus de boulot, tout sera digitalisé. C'est une question quand même. Bien sûr, ne soyez pas inquiets,
nous vous accompagnons dans cette évolution, de cette transition. Nous formons les collaborateurs de nos clients. Voilà ce que l'on... Et au contraire, c'est sauter sur ce wagon de la transition numérique. C'est une vraie opportunité. Avant de nous quitter, la boucle sera bouclée. Vous avez sorti en 2010 au Cherche Midi un livre sur l'optimisme, le titre... L'optimisme durable ou comment les nouvelles technologies vont transformer le monde. C'était en 2010. C'est exactement ce que je voulais vous dire. C'était en 2010. Déjà, vous écrivez un livre sur ce sujet. Ça veut dire que vous aviez en vous cette idée quand même de faire de la pédagogie, d'une transmission autour de la technologie, dès le départ. Ça y est, c'est entré dans les mœurs ou vous sentez quand même toujours des freins, des inquiétudes, des angoisses ? Comment on les efface, ces angoisses ? Je pense que la fracture numérique existe encore. Elle est là, elle est encore là. Donc il y a encore des freins. Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence humaine. À partir du moment où on explique les choses, on fait de la pédagogie et on prend le temps. Le problème de notre environnement, de notre société, c'est qu'on est dans une économie de l'instant. À un moment donné, il faut se poser et prendre le temps d'expliquer. Vous voyez qu'on revient toujours à votre philosophie yoguiste. Mais il y a deux temps. Il y a le temps de l'action, il y a le temps de la réflexion. Ils ne sont pas à être mis en opposition, ils sont complémentaires. Avant de nous quitter, 350 millions d'euros, 880 millions d'euros, c'est ça ? 800 millions, donc c'est un gap énorme, gigantesque augmentation du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est une machine qui... Vous êtes en surchauffe là, il y a des moments où vous prenez 2 heures pour vraiment vous isoler dans le bureau parce que c'est une explosion ces gilets. Comment vous faites là pour gérer ça ? On se pose déjà, Pascal Houillon qui est le président d'entreprise et le comité exécutif, on se pose pour réfléchir. On réfléchit. Mais bien sûr, on a des temps de réflexion, de recul, ce qui est indispensable. On a aussi des temps après personnels, d'hygiène pour venir recharger les batteries. Mais ça, vous y tenez beaucoup parce que ce n'est pas le discours de tous les directeurs généraux ou des CEO qui viennent, ou des fondateurs qui viennent ici parce qu'ils ont la tête dans le guidon et qui se battent. C'est quand même, on sent quand même chez vous une éthique, une forme d'hygiène de vie que vous respectez pour vous et pour les autres. Mais je crois que c'est un devoir vis-à-vis de nos collaborateurs. Après, ce qui me concerne pour moi-même, je me regarde dans mon miroir et c'est ma propre histoire. Mais vis-à-vis de nos collaborateurs, on est obligé de le faire. Si on est dans un environnement avec une telle dynamique, ce qui est en train de se passer là, avec ces phénomènes, ces pronoms du recul, il est urgent de se poser, de réfléchir, de prendre les bonnes décisions. Urgent de prendre le temps. Ça me fait penser à un livre d'ailleurs qui était le patron de Danone, si vous vous rappelez, qui a quitté Danone depuis, mais qui avait écrit un livre justement sur l'urgence de prendre le temps, qui était un peu dans cette philosophie-là d'ailleurs. Ribou était très précurseur. Ribou et son successeur, dont j'ai le nom. Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, qui avait écrit un livre exactement sur cette philosophie, prendre le temps tout en agissant, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite, Laurent Blanchard, directeur général Cégide depuis 4 ans. Sans tout ramener au yoga, en tout cas avec une manière de faire, une manière de dire et de s'approprier des sujets qui est évidemment très, très, très intéressante. 4400 collaborateurs en France et dans le monde, avec un chiffre d'affaires qui a explosé. Et puis une éthique que vous êtes venu nous dévoiler ici sur le plateau de Smart Job. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite et il y a le jingle. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous le savez, depuis lundi, nous sommes partenaires du programme Restart, qui est l'accompagnement de demandeurs d'emploi pour créer leur propre entreprise, initiative de Pôle emploi. C'est la 5e édition de Restart. Et on accueille Paul Bazin. Bonjour Paul. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directeur général adjoint DGA en charge de l'offre de services et à l'origine, cheville ouvrière de cette 5e Restart. D'abord, sur la philosophie de ce partenariat entre Bismart et Restart, c'est quoi l'esprit ? C'est de mettre en lumière des demandeurs d'emploi qui créent leur boîte. C'est ça l'intérêt. Exactement. On a aujourd'hui une entreprise sur 3 qui est créée par quelqu'un qui est inscrit à Pôle emploi, par un demandeur d'emploi. Et donc l'occasion cette semaine, avec tous les événements qu'on organise cette semaine de l'entrepreneuriat. J'ai vu la carte de France, il y a une carte de France de tous les événements. 1100 événements sur l'ensemble du territoire. C'est exactement ce que vous avez dit, c'est mettre en valeur ces profils de créateurs. Pourquoi pas pour donner envie à d'autres demandeurs d'emploi de tenter l'aventure entrepreneuriale. C'est
important de se dire que c'est aussi un débouché possible de créer sa boîte. Il faut le dire d'un point de vue technique aussi côté Pôle emploi, parce qu'il y a eu des dispositifs très intéressants d'accompagnement des demandeurs d'emploi pour les accompagner. Qu'est-ce que Pôle emploi leur propose du soutien, de l'accompagnement, de manière à... C'est pas si simple de créer sa boîte. Hein. Tout à fait. On leur propose deux choses. On leur propose en quelque sorte de faire émerger leur projet, c'est-à-dire de réfléchir, de se voir entrepreneur, de réfléchir à ce que ça veut dire de créer son entreprise. On a des prestations pour ça, notamment une prestation qui s'appelle Active Créa, avec des partenaires comme BGE, pour justement qui réfléchissent à ce projet de création d'entreprise. Mais c'est pas le coup de dire je crée ma boîte. Non, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique dans ma vie, etc. Donc ça, c'est faire émerger ce projet. Ensuite, on les oriente vers un ensemble de partenaires, les chambres de commerce, l'ADI pour le financement, etc. Et puis, on a une autre action qui est aussi un peu moins connue, c'est que quand vous êtes demandeur d'emploi et que vous percevez une allocation de Pôle emploi, eh bien, vous pouvez toucher une partie de cette allocation sous forme de capital, ce qui peut être une manière de démarrer son aventure entrepreneuriale. Ça porte un nom d'ailleurs. Oui, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. C'est ça. Et donc, vous l'avez en capital et vous ne l'avez pas en allocation mensuelle. Exactement. Par exemple, pour être très concret, vous voulez créer une entreprise d'artisanat, il faut acheter la camionnette et le matériel qui va vous aider à démarrer. Ben ça vous met vulgairement le pied à l'étrier. C'est exactement ça. On va prendre vos droits, les droits à l'assurance chômage que vous avez, on va en faire pour une partie un capital que vous allez pouvoir dépenser justement pour vous mettre le pied à l'étrier sur votre création d'entreprise. Vous m'arrêtez Paul Bazin, mais en 2021, les demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises étaient au nombre de 165 000. C'était donc une entreprise sur 6 qui était créée par un demandeur d'emploi. Il faut la créer. Restart est là aussi pour les accompagner à travers M'Imaginer créateur d'entreprise, qui est une autre initiative. Active Créa, vous l'avez évoqué. Puis il y a l'après quand même. En fait, c'est un peu comme le jeune conducteur en voiture. Hein. On a le permis, il faut quand même le surveiller pendant un an. Parce que c'est là parfois que l'accident arrive. Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a avec des partenaires des ateliers, des prestations qui permettent de suivre le projet de création d'entreprise. Et au fond, une partie d'entre eux, leur aventure entrepreneuriale ne va pas aller au bout. Ils vont devoir se réorienter, trouver un autre projet professionnel. Et Pôle emploi est aussi là pour eux, puisque dans cette aventure, ils ont acquis quantité de compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser dans un autre projet pour travailler dans un autre type d'entreprise. D'une manière générale, il y a ceux qui créent leur entreprise et puis il y a la réalité aujourd'hui du marché du travail, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un gros travail aussi notamment pour ceux qui sont les salariés de Pôle emploi et qui accueillent ces allocataires ou ces futurs demandeurs d'emploi, de leur dire, vous avez le profil, vous êtes capable de le faire. On a souvent ce débat vous êtes capable de mettre le petit coup de manivelle pour leur donner confiance. Ça, c'est essentiel. C'est tout le but de ces ateliers, de donner confiance. C'est exactement ça. Leur dire, posez-vous les bonnes questions sur votre degré de préparation pour être créateur d'entreprise. Et c'est ça qui donne la confiance. Et je me suis posé les bonnes questions, je suis prêt à y aller, je suis accompagné par Pôle emploi et des partenaires. Et donc, je me lance dans l'aventure. Et on ne va pas me laisser dans la nature. On va m'accompagner tout au long de cette aventure. Alors, avant de découvrir chaque jour un petit portrait qui a été réalisé par notre chaîne d'un demandeur d'emploi et qui nous raconte son aventure, c'est passionnant d'ailleurs. De quoi ont-ils le plus besoin, ces demandeurs d'emploi? Alors, avec les dispositifs que vous mettez en place, c'est de la confiance, c'est des outils, c'est de l'argent, c'est de l'accompagnement technique, parce que c'est juridique aussi de créer sa boîte. Je pense que c'est un ensemble et c'est pour ça que, à l'occasion de cette semaine, on valorise aussi l'ensemble de nos partenaires, des partenaires qui accompagnent les demandeurs d'emploi, parce qu'on est vraiment une team qui travaille ensemble pour accompagner les créateurs. C'est pas dos à dos, c'est la main dans la main. C'est vraiment la main dans la main. Je pense qu'une aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose qui fait beaucoup appel à la notion de réseau. Et donc, on leur propose un réseau de partenaires qui vont les accompagner sur toutes les dimensions que vous avez citées. La confiance, se poser les bonnes questions, être accompagné, les questions juridiques, les questions de financement. Et tout ça, Pôle emploi, avec ses partenaires, le propose. Ce qui est intéressant avec ce qui est en train d'arriver, et vous êtes impacté, puisque France Travail va sortir de terre, c'est officiel maintenant. Cela a démarré il y a quelques jours avec Thibaut Guilluy et le ministre Olivier Dussopt. C'est aussi une transformation d'attitude. Dans le message que vous portez, c'est ce que nous dit Thibaut Guilluy depuis presque un an. Il faut que tout le monde travaille de la main dans la main, que les entreprises ouvrent leurs portes, que Pôle emploi ça soit vraiment focus sur l'entreprise. C'est ça aussi, je dirais, l'esprit de France Travail qui arrive. On a aujourd'hui 5700 conseillers entreprises, c'est assez peu su, notamment. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais, exactement. C'est l'occasion d'en parler et de les saluer. Et leur job, c'est vraiment de répondre de manière individualisée aux besoins de recrutement des entreprises. On a quantité d'outils pour ça. Je crois que vous allez faire une émission dans pas très longtemps sur le recrutement sans CV. On a la méthode de recrutement par simulation qui sera peut-être valorisable à l'occasion de cette émission. Voilà, on a des choses, des outils, des prestations qui peuvent répondre aux besoins des entreprises. Et France Travail doit
j'imagine, amener ça, la coordination de tous les acteurs, main dans la main, pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises et aux besoins d'insertion de toutes les personnes qui recherchent un emploi. Et puis c'est aussi un changement d'image du rapport à l'institution Pôle emploi, bientôt France Travail, qui n'est pas qu'une institution d'allocataires, mais qui est une vraie institution avec des collaborateurs engagés et tournés vers l'entreprise. On a trop souvent tendance à croire que chacun se tournait le dos, ce qui n'est pas le cas. Non, 5700 collaborateurs focus et qui travaillent avec les entreprises. Absolument. Mais c'est important d'entendre ce chiffre. Et vous reviendrez évidemment nous parler peut-être de ces CV, comment vous les appelez ? La méthode de recrutement par simulation. Par simulation. Par des tests, on simule le travail de l'entreprise et on repère les habiletés des demandeurs d'emploi. Merci Paul Bazin d'être venu nous rendre visite. DGA en charge de l'offre de service avec ce programme Restart. C'est dans toute la France depuis une semaine et Bismart est partenaire à travers ces portraits que vous allez découvrir dans quelques instants. C'est la fin de notre émission. Vous allez découvrir dans le cadre de cette 5e édition de Restart l'un des portraits d'un demandeur d'emploi. Il nous raconte son aventure, pas ses galères mais son désir de créer sa boîte. Merci à toute l'équipe, merci à Elisa à la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à cette jeune personne qui accueillait les invités. Elle s'appelle Léa. Merci Nicolas dans l'oreillette. Bonne journée à tous. Restez fidèles évidemment à tous nos programmes. À demain. Cette séquence vous est présentée par Pôle emploi. Entreprenez votre avenir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bismart pour cette semaine spéciale, nouvel épisode de la semaine Restart en partenariat avec Pôle emploi. 5 jours pour mettre en valeur et en perspective la création et la reprise d'entreprise. On a décidé de donner la parole à des demandeurs d'emploi qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. C'est le cas de Maëlys Imbert, elle est créatrice de Brindis Sauvage à Châteauroux. Bonjour. Bonjour. Quand j'étais petite, je voulais être fleuriste et je voulais être aussi esthéticienne. J'ai pris la voie de l'esthétique, mais après je suis revenue au métier de fleuriste. Le métier de fleuriste, c'est un secteur toujours en évolution et comme on peut voir, ça bouge énormément, en tout cas au niveau d'énormément de fleuristes, d'horticulteurs. Et on reprend conscience, un peu comme les fruits et légumes, que les fleurs, c'est également de saison et du coup, par conséquent, on doit faire attention à toutes les démarches à effectuer et revoir nos priorités du coup pour les achats. J'ai fait une reconversion et du coup, avant, je travaillais sur Tours et Orléans et du coup, il y a eu beaucoup de fleuristes qui se lancent dans l'éco-responsabilité. Et à Châteauroux, il manquait tout ce qui était fleurs séchées et ce concept. Du coup, je me suis lancée pour voir ce que ça allait donner. Pôle emploi m'a mis en lien avec la BGE. Et après, on va dire beaucoup de conseils et de retours d'agence et de conseils. Du coup, oui, c'est des aides précieuses parce qu'ils connaissent tous les milieux et les défauts à ne pas faire. Et du coup, ça nous permet de ne pas faire les erreurs déjà effectuées par d'autres. Et on est bien conseillé. Oui, ça m'a rassurée parce que du coup, j'ai pu côtoyer d'autres créateurs d'entreprises et on peut échanger ensemble et du coup développer de façon meilleure notre réseau. À peine ma première année, j'ai même pas fini la première année, donc c'est que du prévisionnel. Donc après, je suis, on va dire, c'est que du prévisionnel. J'ai pas un chiffre. J'ai fait mon business plan et mon prévisionnel, mais du coup, c'est pas brut et je peux pas être sûre à 100% que ça va être ces chiffres-là qui vont être faits. Mais c'est prometteur ? Oui, c'est prometteur. C'est très prometteur. Merci Maëlys Imbert. L'entrepreneuriat comme alternative au salariat, suite demain de notre semaine Restart.